Bonjour et bienvenue sur Tourisme à Rémy, le podcast qui te fait découvrir les métiers et formations du tourisme. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mathilde Mignon, fondatrice de l'agence de communication RP Digital, spécialisée dans l'accompagnement des acteurs du tourisme et de la culture. Dans cet épisode, elle t'explique comment l'idée d'être à son compte a été une évidence lorsqu'elle a été licenciée pour motif économique, ainsi que l'importance de ne pas te mettre de barrières et de postuler à une offre d'emploi même si tu ne réponds pas à tous les critères. Enfin, elle te partage son retour d'expérience concernant son tour du monde et ce qu'elle ferait différemment si elle devait recommencer aujourd'hui. Pour le découvrir, je t'invite donc à rejoindre ma conversation avec Mathilde. Bonjour Madame Mignon, merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que pour commencer, vous pourriez vous présenter rapidement ? Alors bonjour Marie, merci pour l'invitation. Donc moi je suis Mathilde Mignon. Je dirige depuis 5 ans l'agence en communication qui s'appelle RP Digital, qui est spécialisée dans le tourisme et la culture. D'accord. Et du coup, est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont vos missions au quotidien, si vous avez une journée type par exemple ? Alors on n'a pas du tout de journée type, donc on est 2 dans l'agence. J'ai ma collègue Célia qui m'accompagne depuis un peu plus d'1 an. On n'a pas de journée type, c'est ça qui me plaît. Tout évolue au jour le jour. On a environ 8 clients, des clients permanents et puis des one-shots aussi qui arrivent régulièrement. Et notre journée, c'est de switcher d'un client à l'autre, d'un besoin à l'autre. Donc on peut le matin, par exemple aujourd'hui, écrire un communiqué de presse et l'envoyer aux journalistes sur un festival. Ensuite, répondre à un podcast ou un ancien étudiant de l'IREST où j'ai étudié. Ensuite, on peut travailler sur des accréditations presse pour un événement, rédiger des posts sur les réseaux sociaux pour un office de tourisme, et puis ensuite travailler sur un fichier contact. Donc c'est un peu ma journée d'aujourd'hui que je viens de détailler, mais ça va changer. Lundi, ça sera complètement différent. D'accord, et vous avez l'occasion d'être sur le terrain ou tout se fait à distance ? Alors, on va peu sur le terrain. On a beau être spécialisé dans le tourisme, nous, on va plutôt rédiger des posts sur les réseaux sociaux, donc donner envie aux voyageurs de partir dans les destinations dont on fait la promotion, par exemple. Mais nous, on voyage finalement peu. On va aussi envoyer des influenceurs pour tester des aventures ou autres. Mais nous, on voyage peu. Donc, de temps en temps, on va quand même se former. Donc, on va sur des conférences. Moi, je me déplace aussi pour les cours que je donne à l'IREST. Mais on peut tout à fait travailler du bureau en télétravail, ce qui du coup nous a pas trop posé de problème pendant le confinement, même si je préfère qu'on soit au bureau avec ma collègue au moins 2 jours par semaine pour travailler ensemble. Oui, je comprends. Mais du coup, comment est-ce que vous en êtes venu à créer RP Digital ? Parce qu'il me semble que c'est pas votre première expérience professionnelle. Non, alors bon, c'est un petit peu long, je vais détailler un petit peu le parcours professionnel. Oui, avec plaisir. Donc au niveau des études, moi j'ai fait une double licence en histoire de l'art et en droit. Et l'un des débouchés, c'était de travailler dans le marché de l'art, mais l'autre débouché, c'était le tourisme culturel. Donc j'ai fait un master de tourisme culturel à l'IREST, donc l'Institut de tourisme de la Sorbonne. Et à l'issue de ce master en tourisme culturel, j'ai travaillé pour la Sorbonne. D'abord pendant 4 mois, c'était mon tout premier job. La directrice m'a fait confiance pour développer les partenariats avec les entreprises afin qu'ils puissent embaucher des apprentis. Donc vraiment développer l'apprentissage, notamment dans les filières culturelles et aménagement du territoire, géographie. Donc ça, c'était une première expérience qui relevait du partenariat et donc plus largement de la communication. Donc j'ai pas fait d'études de communication, mais je me suis formée sur le tas à la communication, sur le terrain, dans le travail. Ensuite, j'ai travaillé pendant quasiment 2 ans au Musée national de la Marine à Paris. J'avais déjà une première expérience au Musée de la Marine de Brest, où j'ai été guide pendant les vacances, pendant mes études. Et à Paris, j'étais chargée de la prospection des publics. À l'époque, donc il y a une dizaine d'années, c'était un nouveau métier. En fait, finalement, c'est de la communication B2B. Le but, c'était de présenter le musée et ses activités à des prescripteurs de visite, donc qui allaient être par exemple des agences de voyage, des guides de voyage, afin que eux-mêmes puissent en faire la promotion auprès de leurs clients et partenaires. Par exemple, je faisais visiter le musée aux hôteliers du 16e arrondissement, donc le quartier du musée de la Marine sur le Trocadéro, pour leur faire découvrir le musée. Donc ça allait être aussi bien le directeur d'un hôtel que le concierge d'hôtel, qui ensuite allait distribuer des flyers à ses clients en recherche d'activités culturelles à Paris.
Donc c'était une très bonne expérience pendant quasiment 2 ans. Et après, je suis partie voyager pendant 1 an. J'ai fait ce qu'on appelle un tour du monde. Bien sûr, j'ai pas visité tous les pays, mais avec mon compagnon, on est parti avec un sac à dos. On a commencé par le Brésil et on a visité 16 pays en Amérique du Sud, en Océanie et en Asie. Donc on a terminé par 6 mois en Asie. C'était bien sûr une super aventure, concentrée sur le voyage, la découverte culturelle. On n'a pas du tout travaillé cette année-là. Et quand je suis revenue, j'ai trouvé un job dans une start-up spécialisée dans l'œnotourisme. Donc c'est le tourisme viticole. Donc pour cette start-up, là j'étais aussi vraiment plongée dans la communication puisque c'était un média en ligne. Donc j'écrivais des articles, je retravaillais les articles de nos journalistes, je m'occupais des réseaux sociaux, des partenariats, du développement commercial. On n'était que 2 avec ma responsable et aussi des stagiaires. Et en même temps, ma responsable avait une autre activité qui ressemble à ce que je fais aujourd'hui. Donc, c'était une agence de communication spécialisée tourisme à l'international. Par exemple, je m'occupais des réseaux sociaux de l'Office de tourisme de Singapour en France. Donc, ça a été une super formation sur le terrain de community management où j'ai finalement acquis toutes les bases en réseaux sociaux. Et j'étais aussi assistante attachée de presse. Donc voilà, on retrouve un peu ce que je fais aujourd'hui. Ce travail a duré 1 an. J'ai été licenciée économique au bout d'1 an parce que la start-up ne décollait pas. Ça a été un petit peu un choc pour moi et très vite quand j'ai eu mes contacts professionnels au téléphone, qui m'ont demandé ce que j'allais faire ensuite, en fait, ça a été comme une évidence de me mettre à mon compte. J'y avais déjà pensé à la fin des études à l'IREST, j'avais suivi une formation auto-entrepreneur par curiosité, même si je voulais pas me lancer tout de suite. Et en fait, là, c'était le bon moment, donc c'était en 2014. Ça va faire 6 ans. Je me suis lancée à mon compte. Ça s'appelait déjà RP Digital, même si j'étais auto-entrepreneur. Et j'ai décidé de proposer tous mes services. Donc, j'ai créé le site internet qui est encore le même aujourd'hui, rpdigital.fr. Et je proposais tout ce que je savais faire dans la communication, toujours spécialisée tourisme et culture. Donc, réseaux sociaux, relations presse, événementiel, partenariat, rédaction web. Voilà, ça c'était il y a 6 ans. Depuis, ça a bien fonctionné. Donc, au départ, j'ai commencé à prendre des stagiaires, notamment de l'IREST, à mi-temps, ensuite à plein temps. Et depuis 2 ans, j'ai pu embaucher une collaboratrice qui m'épaule au quotidien. Voilà. D'accord, effectivement, ça explique beaucoup de choses. Mais j'ai juste une question. Vous avez dit que votre ancienne responsable, elle avait une agence de communication, un peu comme vous, à côté. Oui, Et du coup, vous participiez aussi à ces activités? voilà. Moi, en fait, je travaillais pour les 2 sociétés. À la fois la start-up, le média, le guide no-touristique et à la fois son agence de communication tourisme à l'international. Je switchais toute la journée entre les 2 sociétés. Ah, d'accord. Mais du coup, les deux ont pas fonctionné. La start-up n'a pas fonctionné, mais du coup, voilà, elle a préféré me licencier économique. Donc, parfois, des mauvaises nouvelles peuvent finalement être un déclic pour quelque chose auquel on pensait déjà. Oui, j'imagine que sur le moment, c'était pas facile, mais je pense qu'aujourd'hui, vous êtes contente que ça soit passé comme ça. Voilà, je regrette pas. C'est pas toujours facile tous les jours non plus aujourd'hui d'être à son compte, surtout avec la crise qu'on traverse et notamment dans le tourisme. Parfois, on se dit: «Ah, peut-être que en tant que salarié, ce serait plus facile de traverser cette crise», notamment avec les dispositifs d'activité partielle. Donc quand on est à son compte, voilà, on n'est jamais sûr de pouvoir se rémunérer à la fin du mois. La priorité, c'est de rémunérer quand même son salarié, de payer les bureaux, de payer les charges. Mais le but aussi, c'est quand même quand on crée son poste de pouvoir, en vivre. Donc voilà, c'est vraiment essayer de trouver l'équilibre aussi entre vie professionnelle, vie personnelle. C'est aussi pour ça que j'avais fait ce choix. Tout de suite après avoir créé mon activité il y a 6 ans, j'ai été enceinte de mon premier enfant. Donc le but, c'était aussi de pouvoir concilier vie personnelle et vie professionnelle. Oui, c'est vrai que c'est important et c'est de plus en plus réclamé par notre génération. Et donc justement, par rapport à la crise sanitaire, tout à l'heure, vous avez dit que ça n'avait pas changé tant de choses que ça de votre côté, mais j'imagine que ce sont surtout vos clients qui sont impactés. Et de votre côté, quelles répercussions ça a eu? Est-ce que vous avez eu un peu moins de travail? Est-ce qu'on vous a demandé de communiquer un peu moins durant le confinement, par exemple? Parce que comme vous ne pouvez pas sortir, c'est un peu délicat de proposer aux gens de voyager. Alors quand je disais que ça n'a pas changé grand-chose, c'est au niveau du télétravail, parce que ma collaboratrice faisait déjà du télétravail quand elle en avait besoin. On est très ouvert là-dessus à l'agence. C'est sur ça qu'on avait déjà ces méthodes de télétravail, alors que peut-être pour d'autres entreprises, ça a été plus compliqué à mettre en place. Par contre, oui, nous, on a été quand même très impactés. On a perdu 2 clients au moment du confinement.
une agence de voyage et une compagnie de transport pour lesquels on est sous-traitant d'une agence pour les réseaux sociaux. Donc là, ça nous a directement impacté en termes d'activité et financièrement. Ce qui était compliqué aussi, vu qu'on parlait un petit peu de vie professionnelle, mais aussi de vie de famille, c'est que j'ai 2 enfants, donc je m'occupais de mes enfants tout en travaillant, ce qui est compliqué. Ma collaboratrice est passée en activité partielle. Je suis heureuse de maintenant pouvoir la réintégrer à temps plein dans les prochaines semaines. C'est vrai que ça a été compliqué. Pour nos clients, comme des offices de tourisme internationaux, on a eu de la chance qu'ils comptent sur les réseaux sociaux justement pour pouvoir communiquer. Donc les gens étaient beaucoup aussi sur leur téléphone, donc on s'est rendu compte de l'importance de la digitalisation des métiers du tourisme. Donc voilà, on a certains clients qui ont dû arrêter net, mais d'autres ont vraiment compris l'importance de la communication sur les réseaux dans cette période. Et puis, on a eu la chance de signer un nouveau contrat en relation presse pendant le confinement. Donc, c'était vraiment inespéré. C'est avec la start-up Chiloé, qui est un guide et média de micro-aventure en France. Donc, un sujet qui prenait tout son sens pendant cette période, puisque l'idée de la micro-aventure, c'est de vivre une aventure dans la nature, au plus près de chez soi. Donc, je pense que ça a parlé à beaucoup de gens qui voulaient rester en France cet été. Et la start-up a eu besoin de renforts en relations presse, puisqu'on a eu énormément de demandes médias depuis quelques semaines. Ah oui, d'accord. Donc ça vous a quand même apporté de nouvelles opportunités. Il n'y a pas que du négatif. Oui, alors c'est vrai que de toute façon, quand on est entrepreneur, il faut pas être négatif. Il faut avoir un tempérament optimiste, même si je le disais, c'est pas tous les jours facile, mais voilà, essayer, comme tu le disais, de trouver des opportunités, même dans les crises. On travaille aussi pour un autre client, donc on est spécialisé tourisme et culture, mais il y a aussi un secteur qui nous intéresse beaucoup, c'est l'écologie, notamment le zéro déchet. On a fait une petite infidélité au voyage. On travaille pour une société qui s'appelle Ma Petite Couche, avec qui j'ai partagé mes bureaux dans un coworking il y a quelques années. Et on s'occupe de leurs réseaux sociaux, relations influenceurs, communication en général. Eux, par exemple, ont très bien fonctionné pendant le confinement, où les parents voyaient tout l'intérêt de commander des couches lavables, de ne pas avoir besoin d'aller acheter des couches jetables toutes les semaines au magasin pendant le confinement. Donc voilà, il y a toujours effectivement des opportunités à saisir pendant les crises, même si je pense que la crise du tourisme va quand même durer un petit moment et qu'on va devoir, nous tous professionnels, s'adapter. C'est ce que j'allais vous demander justement parce que on sent quand même que l'activité reprend pour tout le monde. On peut sortir, il y a déjà des gens qui recommencent à partir en vacances, surtout en France, mais aussi un petit peu à l'étranger. Mais on voit aussi au contraire qu'il y a certains endroits où la pandémie commence à reprendre. Donc tout est un peu contradictoire. Comment vous le sentez de votre côté? Alors le tourisme international, faut pas se le cacher, ça va être très compliqué. On va mettre quand même, je pense, des mois, voire des années pour retrouver un rythme de croisière. En revanche, du coup, beaucoup de professionnels essayent de changer de fusil d'épaule. On travaille depuis plusieurs années pour le tour opérateur Worldia, qui proposait principalement des séjours à l'étranger. Pendant le confinement, a monté une production en un temps record. En quelques semaines, ils ont monté une production France en proposant 45 itinéraires de voyages personnalisables en France. Je pense que c'est indispensable aujourd'hui pour des tour opérateurs de développer la production France. Une autre question qui va se poser, du coup, c'est la concurrence et le risque de saturation du marché touristique français. Donc voilà, c'est pas évident. Le tourisme international, c'est quand même très compliqué au niveau des compagnies aériennes, des tour opérateurs, des destinations étrangères. On est tous un petit peu dans l'attente. En attendant, on a toujours besoin de communiquer. Donc nous, on est là justement pour accompagner tous ces acteurs pour communiquer sur les reprises, les réouvertures de vols, etc. D'accord. Et du coup, cette crise, est-ce que vous diriez que c'est le plus gros obstacle que vous ayez eu à gérer jusqu'à présent? Ou bien vous avez eu des challenges encore plus grands selon vous quand vous avez créé RP Digital ou lors de vos anciens postes par exemple? Alors dans le secteur tourisme, on a quand même traversé une autre crise l'année dernière, c'est la faillite de Thomas Cook, qui nous a tous bouleversés parce que quasiment tous les acteurs du tourisme avaient un lien avec Thomas Cook. Notre principal client Worldia était très lié à Thomas Cook, donc c'est vrai que l'année dernière, le salon Topresa, donc le salon des professionnels du tourisme, était assez... voilà, on en discutait beaucoup dans les couloirs, la faillite de Thomas Cook. Finalement, la plupart des professionnels s'en sont relevés. Là, on est quand même face à une crise quand même beaucoup plus importante.
Certains professionnels m'ont aussi parlé de la crise du World Trade Center. Donc, le contexte géopolitique à l'époque avait quand même beaucoup impacté aussi le tourisme dans la zone Caraïbes ou Amérique. Mais là, on est quand même sur autre chose. On est quand même sur une crise qui touche tous les secteurs hors tourisme, qui touche aussi aux conditions de travail. C'est quand même beaucoup plus critique. Et voilà, on essaie de trouver des solutions. Nous, on essaie de trouver aussi du coup de nouveaux clients en France, de rester sur l'orientation qu'on s'est donnée depuis plusieurs années du tourisme durable. Ça nous conforte aussi dans ce choix, dans cette envie d'accompagner davantage d'acteurs. On accompagne notamment le réseau des grands sites de France, qui a une forte politique de tourisme durable. Donc on continue avec de beaux projets avec ce type d'acteurs. Très bien. Et du coup, à l'inverse, pour être un peu plus positif, quelle est la chose dont vous êtes la plus fière dans votre carrière jusqu'à présent? C'est un peu compliqué, je sais pas. On est content d'avoir plein de petites fiertés au quotidien. Je vais dire une petite fierté au quotidien, c'est par exemple quand on a un article de presse qui tombe sur un de nos clients, on est super content. Donc c'est des petits plaisirs du quotidien d'avoir un message d'un fan sur les réseaux sociaux qui est très heureux qu'on l'ait bien renseigné. Moi, ça, c'est des petites fiertés qui font que j'aime mon travail. Après, des plus grandes fiertés, je pense que le fait de créer un emploi pour ma collaboratrice, c'est un plaisir, mais c'est aussi une grande responsabilité. Aujourd'hui, pendant la crise, mon principal objectif, c'est de maintenir son emploi. C'est vraiment mon principal objectif parce que oui, c'est une fierté de créer un emploi en partant de rien, hein, de créer d'abord son propre emploi, puis celui de quelqu'un d'autre. Mais c'est une sacrée responsabilité aussi. Oui, j'imagine. Et du coup, pour vous, quelle est la compétence la plus importante quand on veut être comme vous, chef d'entreprise et travailler dans la communication? Alors, on a parlé de l'optimisme tout à l'heure, différentes façons de voir les choses. Je suis pas forcément hyper optimiste dans la vie de tous les jours, mais dans le travail, oui, c'est important. Après, je dirais la persévérance, d'autant plus en période de crise et d'autant plus dans nos métiers de la communication. Je disais tout à l'heure qu'on est super content quand on a une belle retombée presse pour un de nos clients, mais souvent ça a été le fruit de beaucoup de persévérance, de beaucoup d'envois, beaucoup de relances, d'argumentation auprès des journalistes. Ouais, je dirais la persévérance. Effectivement, c'est un travail qui est très chronophage, donc faut être patient. Et du coup, je voulais juste revenir sur le fait que vous avez appris la communication sur le tas, et donc vous n'avez pas fait une formation spécifique là-dessus. Alors quand même, vous vous êtes dit, tant pis, j'ai pas la formation qui correspond, mais je vais quand même essayer de postuler. Alors en fait, contrairement à d'autres collègues qui vont être attachés de presse par exemple ou community manager tourisme, qui viennent de la communication et qui se sont spécialisés tourisme dans leur job, moi c'est l'inverse. Donc je viens vraiment, j'ai une spécialité sectorielle tourisme et culture et ensuite je me suis spécialisée communication donc par mes expériences professionnelles. Bon, ça vient pas de nulle part. J'ai quand même toujours eu un lien avec l'écriture, avec le relationnel, donc le rédactionnel, le relationnel si on veut faire court. Déjà, quand j'étais au lycée, je travaillais dans un journal. Donc, je travaillais pour la République du Centre, qui est la presse quotidienne régionale à Chartres. L'été, voilà, c'était mon job d'écrire des piges à la République du Centre. Au lycée, je travaillais aussi pour une radio locale, Radio Grand Ciel à Chartres. Donc, j'avais déjà des liens avec la presse. Je faisais aussi des visites guidées l'été dans des sites culturels et patrimoniaux avec l'association Rempart. Donc il y avait aussi ce côté contact, présentation, visite à des visiteurs de lieux culturels. Voilà, donc c'était déjà quand même ancré en moi, on va dire, cette envie de communiquer et puis d'aider des marques, des acteurs à définir leurs objectifs, à simplifier leur discours et à toucher les bonnes personnes. Donc non, ça a toujours été très naturel sans forcément mettre le mot communication dessus. Ensuite, oui, il y a les restes, c'était de la recherche de partenaires, donc c'est savoir rédiger les choses clairement, puis les présenter en rendez-vous à des partenaires extérieurs. Au musée de la Marine, non, ça m'a pas... Le métier de prospection des publics, c'est vraiment être en lien notamment avec les acteurs du tourisme au sein d'un musée. Donc je me sentais légitime avec un master tourisme. C'est un message aussi que j'essaie de faire passer aux étudiants, vu que j'interviens souvent à l'IREST. C'est vraiment de ne pas se bloquer non plus, notamment quand on voit une offre d'emploi, on ne correspond pas forcément à tous les critères, mais si on s'en sent capable, il faut postuler et pas hésiter. Oui, c'est vrai qu'on peut avoir tendance à se mettre beaucoup de limites par rapport à son diplôme. Et si on n'a pas tout ce qui est demandé sur la fiche de poste, on peut se dire qu'on sera jamais pris.
mais dans les faits, c'est vraiment rare que quelqu'un corresponde exactement à une fiche de poste. C'est ça. Alors après, c'est vrai que j'ai pas forcément la théorie de la communication. Je m'entoure de collaboratrices qui sont spécialisées. Célia, ma collègue actuelle, a fait des études de communication, a travaillé en tant qu'assistante attachée de presse aussi. Donc parfois, oui, c'est vrai, même si j'ai moi 10 ans d'expérience, elle va m'apporter une théorie que j'ai pas forcément. J'ai pas forcément une façon classique d'envisager le métier d'attaché de presse ou de community manager où finalement j'ai été autodidacte, même si j'ai eu des formations via mes jobs. Donc voilà, peut-être une façon des fois un peu différente d'envisager les choses, un communiqué de presse qui n'est pas forcément dans les normes en école de com, mais ça fonctionne quand même. Oui, je vois. Et du coup, je voulais juste aussi revenir sur votre tour du monde, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose, encore plus quand on s'intéresse au secteur du tourisme, que beaucoup de gens ont envie de faire, mais qu'au final, peu de personnes osent sauter le pas, parce que c'est quand même un investissement financier, et puis après, c'est quelque chose qu'il faut pas justifier, mais du coup, oui, pendant une année, on travaille pas vraiment, et auprès de certains recruteurs, ça peut ne pas être forcément bien vu. Du coup, comment est-ce que vous avez mis en valeur cette expérience quand vous êtes rentré? Et est-ce que c'est quelque chose que vous conseillerez à tout le monde de faire? Enfin, qu'on devrait tous passer par là, parce que j'imagine que c'est quand même très enrichissant. Alors, il y a plusieurs questions. C'est vrai que c'est pas si facile à valoriser, finalement. Moi, je m'attendais à ce que ce soit plus valorisé de suite quand j'allais rentrer, étant dans le secteur du tourisme. Et je pensais que pour mon compagnon qui est dans les télécommunications, ça allait être plus compliqué pour lui de le valoriser. Bah, finalement, ça a presque été l'inverse. Ah oui? Dans son secteur, il trouvait ça super original, etc. Dans le tourisme, alors j'avais un peu prévu le coup. Quand je suis rentrée, j'ai écrit un article dans la lettre de l'IREST qui s'appelait, je crois, Touriste professionnel, où en fait j'expliquais que j'étais dans la peau d'un touriste pendant un an, où j'ai été dans 350 hébergements. Donc ce que j'ai fait quand même pendant le voyage, c'est que j'ai relevé toutes les bonnes pratiques des différents sites que j'avais pu visiter. Donc j'ai quand même visité beaucoup de musées, de sites UNESCO, de sites naturels. J'avais fait un relevé des bonnes pratiques. Je l'avais indiqué aussi sur mon CV. J'avais donné quelques exemples de bonnes pratiques que j'avais pu voir. Alors, de mémoire, je crois que c'était en Australie ou en Nouvelle-Zélande, j'ai un petit doute. Dans les musées, par exemple, on était invité à remettre les flyers de visite sur le présentoir en fin de visite pour un souci écologique. Bon, aujourd'hui, avec le Covid, je pense qu'il y a des choses comme ça qui vont moins bien. Oui. En tout cas, j'ai trouvé que c'était une super idée. Je l'avais jamais vue en France. J'avoue que je l'ai pas trop revue non plus depuis. C'est vraiment super. Effectivement, on a le flyer de visite et combien de personnes vont en faire quelque chose après. Donc, il y a des gens comme moi qui aiment bien regarder les fascicules des musées et qui en font quelque chose, mais la plupart vont le jeter ensuite. Donc, autant le remettre à la fin dans le petit présentoir. Donc voilà, c'était plein de petites choses comme ça, toutes bêtes, mais qui m'avaient marqué et que j'avais pris le temps de rédiger. Finalement, ça n'a pas intéressé grand monde. J'en ai pas fait grand-chose, à part dans cet article de l'IREST. Là où ça m'a peut-être aidé, c'est pour mon job, du coup, dans le guide œno-touristique. Ma responsable revenait de plusieurs années d'expatriation à Singapour. Et même si l'expatriation, c'est très différent qu'un tour du monde, on s'est retrouvés sur certains points. Je pense que ça a joué peut-être sur mon embauche dans ce poste. Aujourd'hui, il y a quand même, bon, c'était en 2012, mine de rien, 8 ans après, je trouve que quand même, il y a pas mal d'étudiants ou de jeunes actifs qui sautent le pas. Il y a d'ailleurs un très beau documentaire qui s'appelle Génération Tour du Monde, qui parle de ça, de cette génération qui a envie de voyager. Et en même temps, aujourd'hui, je referai pas forcément les choses de la même façon. Aller visiter 16 pays, est-ce que c'est nécessaire de visiter autant de pays Est-ce que j'aurais pu, par exemple, aller simplement un an en Amérique du Sud et plus profiter. Alors bien sûr, je partais pas au pas de course, hein, mais je restais 2 semaines, 3 semaines, un mois dans une petite partie d'un pays. En Inde, on est resté un mois et on a fait que 2, 3 régions du Sud. Après, est-ce que je le conseille? Oui, mais il faut bien sûr pas se forcer. Bon, encore une fois, aujourd'hui, le contexte Covid, on ne sait pas ce que ça va donner. Mais voyager, c'est toujours enrichissant, surtout quand on est étudiant en tourisme ou jeune actif dans le domaine du tourisme. Après, moi, par exemple, j'ai pas fait d'Erasmus et ça, je pense que c'est aussi super. Là, pour le coup, de nombreuses formations proposent, et même parfois c'est obligatoire, d'aller faire au moins 6 mois de stage à l'étranger. Ça, je trouve ça aussi très bien. Et puis, des expériences professionnelles à l'étranger, ça peut être top aussi. Ça, je ne connais pas. Moi, je suis vraiment partie dans un contexte purement voyage. D'accord. Mais c'est étonnant que ça a été plus difficile à valoriser de votre côté, alors que c'est très cohérent avec votre parcours.
Ouais, c'était pas si... Voilà, c'est plus mes amis qui nous demandaient des nouvelles. Donc, on avait créé un blog à l'époque, mais vraiment pour amis et famille. Mais les professionnels du secteur, non, ça les a pas plus intéressés que ça. Après, je me suis peut-être pas pris la meilleure façon pour le valoriser, je sais pas. Mhm. Et je voudrais rebondir sur le fait que vous avez cité Génération Tour du Monde. Oui. Est-ce qu'il y a une ressource, donc ça peut être un documentaire, un livre ou autre, qui vous a fait vous intéresser au secteur du tourisme et permis de trouver votre vocation? Les sources d'inspiration, alors moi je suis pas encore très podcast. Là on fait un podcast, j'en écoute pas souvent. Par contre, bon, je lis beaucoup de presse, hein, forcément. Je lis beaucoup de magazines, pas que tourisme, hein, j'adore d'autres types de magazines. Ça va être les magazines un petit peu développement personnel, bien-être comme Flow. J'aime bien aussi les magazines de déco, de cuisine. Mais je pense qu'en fait, ce qui m'influence le plus, enfin ce qui m'inspire le plus, c'est les influenceurs. Notamment en tant que community manager, les influenceurs, ils ont toujours une longueur d'avance sur nous, les community managers de marque, parce qu'ils n'ont pas besoin de faire valider les choses à des supérieurs en fait ou à des clients. Ils font les choses directement, ils ont leur propre entreprise et ça va être les premiers à tester. Par exemple, sur Instagram, depuis quelques semaines, on a les Reels. Donc, on peut faire des petites vidéos un peu à la TikTok. Donc, moi, j'ai toujours pas testé pour mes clients. Mais voilà, là, je regarde un peu ce que les influenceurs ont fait. Et ça m'inspire, ça donne des idées. Donc, je pense que c'est important, même si on n'est pas forcément dans la communication, mais d'aller regarder dans son domaine ce que font les blogueurs, les influenceurs. Oui, je suis d'accord. Et est-ce que vous pourriez en citer un ou deux que vous aimez particulièrement suivre? Oui, bien sûr. Alors moi, je suis beaucoup le blog de Marlène. Son blog, c'est La girafe qui vole. Elle a déménagé à Nantes avec sa famille à 1 an environ. J'aime beaucoup. Elle est vraiment aussi dans cet univers-là, bien-être. J'aime bien ce qu'elle fait. Elle est spécialiste de l'Afrique. Ensuite, je peux vous citer d'autres blogueurs. J'aime beaucoup ce que fait Aurélie de Madame Oreille. C'est une photographe qui fait des photos superbes. Elle fait aussi des voyages photos et des cours photos. Donc on peut partir avec elle et elle nous apprend les techniques pour photographier un coucher de soleil en Écosse, je sais plus. Non, je crois que c'était en Islande. Enfin, elle est partie aussi faire un voyage photo au Sri Lanka. Donc j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Au niveau culturel, je suis beaucoup Antoine du blog Culturez-vous qui, je pense, visite un musée ou une expo par jour. Donc, c'est vraiment un boulimique de culture. Mais comme le nom de son blog l'indique, culturez-vous. Il est vraiment dans la vulgarisation culturelle et il met à portée de tous des expos qui peuvent paraître plus ou moins complexes. Voilà, pour n'en citer que 3, mais il y en a plein d'autres. Bah, merci pour ces recommandations. En plus, j'en connaissais aucun des trois pour le coup, donc je vais avoir de quoi lire. Et pour terminer, tout à l'heure, vous avez dit que votre objectif principal, c'est de garder votre collaboratrice à vos côtés et de conserver son emploi. Est-ce que vous pensez que dans les mois à venir, vous allez avoir besoin de renforts, par exemple avec des stagiaires? Alors, on prend régulièrement des stagiaires. Là, on devait prendre quelqu'un un peu avant le confinement. Bon, bien sûr, on n'a pas pu, vu que nous-mêmes, on n'était pas dans nos bureaux, c'était compliqué. Mais du coup, peut-être l'année prochaine. Alors, les étudiants de l'IREST, souvent, sont disponibles 2 jours par semaine. Ça pourrait coller. À voir selon nos projets. J'attends un petit peu de voir. Il n'y a pas d'embauche prévue, bon, pas de poste hein, pour l'instant, mais peut-être des stages à mi-temps l'année prochaine. D'accord. Et du coup, où est-ce qu'on peut rediriger les gens si jamais ils veulent vous contacter? Alors le plus simple, c'est de me contacter sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn, donc Mathilde Mignon. Parfait. Bah, je mettrai le lien dans la description du podcast. Et sinon, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez ajouter? Quelque chose que je vous ai pas demandé, mais qui est selon vous très important dans votre parcours? Alors j'ai sûrement oublié plein de choses sur mon métier et mon parcours, mais voilà, que les personnes qui ont des questions n'hésitent pas à me contacter sur LinkedIn et j'y répondrai avec plaisir. Parfait, bah merci beaucoup, c'était hyper intéressant. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Merci Marie, à bientôt. Au revoir, merci. Merci de t'être rejoint à cette discussion avec Mathilde, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, tu peux nous le faire savoir en t'abonnant, c'est ce qui soutient le plus le podcast. Comme d'habitude, je t'invite aussi à consulter la barre de description. Mathilde ayant cité plein de ressources durant notre conversation, je pense vraiment que ça peut t'intéresser si entreprendre dans la communication sur les réseaux sociaux ou les relations presse t'attire, ou si tu prépares un tour du monde. Tu peux aussi nous contacter sur LinkedIn ou sur Instagram si tu as des questions. Les liens de nos comptes sont également dans les notes du podcast.
Sinon, on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode de Tourisme Marimi. Salut!